Hello cher ami développeur, petite vidéo, enfin plutôt introduction à cette longue vidéo que vous allez voir, en fait, fait avec la communauté Laravel du Sénégal de la Côte d'Ivoire, qui ont fait leur première Laracon en 2025. Et là, ils m'ont invité à faire un petit meet-up avec eux. Donc, le thème était très simple. Je suis parti d'un contrôleur spaghetti, donc tout le code est là-dedans. Et puis, je l'ai amélioré au fur et à mesure de la vidéo avec les différents élèves. Donc la vidéo, vous l'aurez ici. Il y a une toute petite coupure à 13 minutes. Pas de panique, c'est rien du tout. Il y a eu 30 secondes, 40 secondes qui a été perdu. Donc il y a une petite coupure là, mais franchement, c'est pas du tout un souci. Tout le reste, c'est très bien enregistré lors du live. Vous avez dans la description YouTube le lien repo. Vous pouvez retrouver le code que j'ai fait avec les différentes branches pour voir les différentes étapes où j'ai amélioré avec des middleware, avec des jobs, avec des observers, avec des form requests et tout ce qui va avec. Et aussi, j'ai essayé de chapitrer le mieux possible cette longue vidéo. Je sais pas si ce format va bien aller, mais en tout cas, j'espère que oui. Encore une fois, merci à la communauté de Laravel, Sénégal et Côte d'Ivoire. C'était vraiment génial de travailler ça avec vous. Ok. Eh ben, je crois que vous voyez mon écran, impeccable. Et ben, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup de me permettre de venir avec vous. Très content, je m'attendais pas forcément. Donc, merci beaucoup. C'est la première fois que je vais faire un petit meet-up en visio. Je suis habitué à former dans des salles fermées, tout ça, mais comme ça en live, jamais fait. Donc, excusez-moi si c'est pas encore très carré et très pro. C'est une première pour moi. Merci beaucoup, très honoré d'être là. Merci pour l'invitation. Et donc effectivement, je voulais parler un petit peu avec vous. Je proposais ce thème-là. C'est vous allez voir, c'est du contrôleur spaghetti à la Laravel propre et lisible. Alors c'est quoi du code spaghetti? Quoi spaghetti? C'est quand tout est mélangé, tout au même endroit, c'est pas très bien rangé, c'est pas factorisé. Ça marche, mais c'est pas du code très, très clair. Et en fait, avec Laravel, il y a plein d'outils qui sont super intéressants et que ça vaut le coup d'apprendre à les utiliser pour bien les maîtriser, pour bien ranger le code au bon endroit. OK? Donc, je vais coder avec vous, ou du moins je vais vous montrer différentes choses. Je vais un petit peu vous parler de tout ça, mais avant, j'ai un peu me présenter. Excusez-moi pour les slides, je les ai faites très vite ce matin avant d'arriver, parce que moi aussi j'avais pas mal de boulot cette semaine avec mes clients. Mais, voilà. Donc moi, c'est Thibaut Chadol, je suis développeur Laravel et Vue.js, ce sont mes 2 stacks, principales. Je suis aussi formateur pro, donc j'ai formé pas mal d'élèves dans des parcours en France, mais aussi en entreprise. Dernière formation, j'avais formé les 13 développeurs du département de l'île de la Réunion, du 974. En fait, il y avait 13 développeurs, je les ai formés sur Laravel et autre chose. Et je suis aussi formateur sur Udemy. N'hésitez pas à me dire si vous entendez bien au niveau du micro, s'il vous plaît, dans le chat. N'hésitez pas aussi à interagir. Je vois le chat, juste à côté. N'hésitez pas, hein, si je pose des questions ou même si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas, ça m'évitera de faire un monologue pendant, une demi-heure. OK. Donc très rapidement, qui je suis? Touche à développeur senior Laravel et Vue.js, comme je vous disais, formateur IT et sur Udemy. Et j'ai aussi une chaîne YouTube que j'ai lancée il y a peu. On est 110 abonnés. J'ai lancé ça, on va dire, vraiment fin décembre, un truc comme ça. En ce moment, je fais un parcours sur, Satamic. Si jamais, c'est un CMS qui est basé sur, Laravel. Donc, n'hésitez pas aussi si vous connaissez pas, c'est super intéressant. Donc j'ai des petites playlists là-dessus sur YouTube. N'hésitez pas aussi à aller la voir. N'hésitez pas aussi à vous abonner, je vais mettre tous les liens dans le chat. Voilà, mon but du jeu sur cette chaîne YouTube, simplement, c'est de parler de Laravel, parler de Vue.js, mais j'aimerais bien aussi vous parler de mes expériences de développeur. Ça fait depuis 2013 que je suis freelance, j'ai pas mal de projets et j'aimerais en fait arriver à dire, bah, comment j'ai géré tel projet, comment j'ai mélangé Vue.js et Laravel, quels choix j'ai fait. Voilà un petit peu ce que j'aimerais développer sur cette chaîne YouTube. Donc elle est toute nouvelle, toute jeune. N'hésitez pas à y aller, si ça vous plaît, beh, n'hésitez pas à vous abonner avec grand plaisir, avec vous pour tout ça. OK. Ensuite, sur Udemy, comme je vous disais, j'ai pas mal de formations. Alors celle-ci, on s'en fiche un petit peu, c'est pour les formations spéciales en France. Mais j'en ai fait 3 principales. J'en ai fait une sur Vue.js et la suite sur Router et Pinia, qui sont la communauté de Udemy. En gros, je prends toute la doc de Vue.js et je vais expliquer chaque point et puis je vais faire un petit projet avec vous où chaque point qu'on a vu en documentation, bah, je vais les pratiquer avec vous. Comme ça, bah, on voit vraiment la théorie à fond et on pratique tout de suite. Donc Vue.js, je crois, c'est 15 heures de vidéo à peu près. On voit toute la doc en option API et en composition API. Et après, j'ai fait la suite sur VueRouter, qui est aussi intéressant, et Pinia. La même principe, je crois qu'elle dure 10 heures, ouais, voilà. Elle dure 10 heures, c'est le même principe. Je prends toute la doc, je prends un projet et je vais expliquer des points de la documentation et je vais pratiquer avec vous. Et enfin là, c'est tout nouveau, je l'ai sorti ça fin janvier, donc ça fait même pas un mois. J'ai sorti ma très grosse, ma plus grosse vidéo, en tout cas, mon 1er cours sur, 23 heures sur Laravel. Là, c'est le même principe. Je prends toute la doc de Laravel, chaque point, je vous les explique et tout de suite on pratique. Donc au début, on fait un contrôleur simple et puis on l'améliore, on fait des migrations, les seeders et on voit vraiment 80-90 de Laravel, Laravel pur. Je parle pas de Laravel Echo, je parle pas des autres librairies. Non, il faudrait 1000 heures, je crois, pour parler de tout ça. Mais sur Laravel pur,
il y a toute cette partie-là, dont j'aborde. Donc n'hésitez pas aussi si ça vous intéresse, avec grand plaisir sur ça. Donc c'est ce cours-là. Voici les avis, très rapidement, je vais pas pu passer 1000 ans là-dessus, mais les avis sont plutôt bons. Ça, encore une fois, ça fait seulement un mois que j'ai lancé le cours et j'ai des bonnes notes. Et voilà, les gens, en tout cas, apprécient, le cours et j'espère que vous aussi, si vous l'utilisez. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, on va un petit peu arriver dans le vif du sujet. De quoi on va parler aujourd'hui? Comme je vous disais, sur Laravel, il y a plein de façons de coder différentes. Et Laravel propose plusieurs outils pour nous faciliter la tâche. Qu'est-ce que j'appelle faciliter la tâche? C'est avoir un code plus lisible, un code factorisé, un code bien rangé, un code aussi industrialisé. Il y a plein de différents éléments que propose Laravel. Par exemple, il va parler des get et des policies. Est-ce que vous connaissez? N'hésitez pas à me dire dans le chat. Est-ce que vous connaissez les get et policies? Est-ce que je vous parle chinois ou est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ou est-ce que vous connaissez pas du tout? On va parler aussi Laravel, en tout cas, propose aussi des middleware. Laravel propose aussi des form requests, encore une autre chose que Laravel propose. Il propose aussi des observers. J'ai fait une faute, c'est pas observer, mais c'est observer, excusez-moi. Il propose aussi des jobs sur Laravel. Alors, tous ces éléments-là, ils sont assez intéressants. Il y a plein d'autres choses, hein. Il y a migration, Cider, Factory, il y a 10 000 éléments sur Laravel. Mais dans ce meet-up, j'aimerais simplement vous faire une petite démo de tout ça. OK? Avant que je passe à la slide suivante, dites-moi un petit peu si vous connaissez ces différents éléments, comme ça je saurai à quel point je peux aller vite ou pas forcément. Dites-moi, est-ce que ça vous parle, toutes ces choses-là ou pas du tout? Moi, c'est comme du chinois, hein, pour le moment. C'est comme du chinois. OK, parfait. Bah, on est là pour aller voir tout ça. OK. Gourbal Mahamat qui dit: «Oui, pour le middleware, il connaît». Parfait. Les autres? Dites-moi, comme ça je saurai à quel point je dois y aller vite ou est-ce que je prends mon temps pour bien vous expliquer. OK, Anthony, il connaît, parfait. OK, et ben, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors ça sera pas un cours sur chaque point, sinon notre meet-up, il fera plusieurs heures. C'est juste vous montrer un peu à quoi ça sert, comment ça marche et après c'est à vous d'aller voir sur la documentation, bah, d'aller un petit peu, apprendre dessus. Donc middleware, je vois que vous connaissez bien. Fabric West aussi. Bon, middleware, je suis pas étonné que vous connaissez Schema CBX sur Laravel. Brahim qui dit que middleware, Observer aussi cool et les Fabric West. Parfait. OK, allez, on va aller voir tout ça. Donc l'objectif, vous allez voir, j'ai fait très rapidement un contrôleur tout simple qui a une méthode et forcément un petit peu de front aussi, qui permet d'enregistrer une facture en générant un PDF. Donc on a un formulaire, on envoie les données là-dessus. Le formulaire va vérifier différentes choses. Par exemple, est-ce qu'on est bien connecté? Est-ce que c'est un admin pour créer une facture? Est-ce que les règles de validation sont bonnes? Il va créer l'outil, puis il va générer le PDF et on va tout mettre au même endroit. Donc tout le code est dans le contrôleur et ça, c'est une mauvaise pratique. Dites-moi, à votre avis, pourquoi est-ce que tout mettre au même endroit, c'est une mauvaise pratique? Alors que ça marche, hein, le code marche, mais pourquoi est-ce que c'est une mauvaise pratique de tout mettre au même endroit? Dites-moi un petit peu, à votre avis. Vous avez pas d'idée? Ce sera difficile de faire évoluer le code, quoi, si on met Ouais, tout à l'endroit. effectivement, je suis d'accord. Je vois que dans le chat, on répond pour la maintenance et pour le debug. Effectivement, le code n'est pas très optimisé. On peut gérer les services, oui, effectivement. En fait, si tout est au même endroit, et ben, en fait, premièrement, on perd de la factorisation, parce que potentiellement des choses peuvent être factorisées, mais surtout, bah, ça peut faire des gros contrôleurs compliqués à lire. Vous savez que quand on fait du clean code, on recommande qu'un contrôleur fait une chose et qu'une méthode doit faire maximum 20 lignes. Si elle fait plus de 20 lignes, c'est pas très grave non plus, hein, mais si elle fait plus de 20 lignes, ça commence à devenir dur un petit peu à coder parce que d'un coup, une variable qui a la ligne 1, puis elle est réutilisée à la ligne 50 et puis une fonction à la ligne 60, c'est pas très pratique. Alors que si on range tout dans des boîtes, ça marche beaucoup mieux. Je vous donne ici un autre exemple, un peu plus dans le quotidien. Qu'est-ce que vous préférez? Pour ranger vos vêtements, est-ce que vous préférez avoir un gros coffre, une grosse malle, vous avez tout balancé là-dedans? Ou plutôt une commode où vous avez un tiroir pour les chaussettes, un tiroir pour les caleçons, un tiroir pour les chemises? Je pense que vous avez tous préféré une commode où chaque chose est bien rangée, plutôt qu'une grosse malle où on fouille tout pour trouver quelque chose. Eh bien, c'est pareil dans le code. Si on met tout dans le contrôleur, c'est un peu comme la malle. On a tout mis là-dedans, ça marche, on a tout rangé, mais quand on veut trouver quelque chose, c'est un peu compliqué. Alors que si on dispatche bien correctement notre code dans les bons endroits, dans les bons patterns, c'est comme cette fameuse commode où on peut trouver facilement. OK? C'est un petit peu ça. Ça va dépendre de la quantité d'articles à ranger. Oui, c'est vrai, mais disons que c'est pour ton quotidien, tes vêtements ou autre chose, je préfère une commode avec des tiroirs qu'une grosse malle où il y a tout, je t'avoue. En tout cas, quand il y a différentes choses.
Alors tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ce contrôleur et on va tout séparer, mais de manière progressive. Au lieu de contrôler tout dans le contrôleur, par exemple si l'user est connecté, eh bien ça, on va utiliser un middleware pour plutôt faire ça. Puis, pour vérifier si l'utilisateur il a le droit de créer une facture, au lieu de le mettre dans le contrôleur, on va plutôt créer une policy pour gérer ça. Ensuite, au lieu de mettre la validation dans le contrôleur encore une fois, on va la déplacer dans une forme request. Et enfin, pour générer le PDF de la facture, au lieu de le faire après le save dans le contrôleur, on va utiliser pour cela un observer Laravel. Et enfin, en bonus, on va aussi créer un job. Job, c'est peut-être pas très connu ou très utilisé, et pourtant c'est très puissant sur Laravel. On va utiliser un job pour faire de l'asynchrone et alléger le temps d'exécution. Vous inquiétez pas si ça vous parle chinois. Justement, je suis là pour ça, pour en parler avec vous tout doucement et coder avec vous. D'accord? Hop, j'ai 2 fois la slide, pardon. Touc. Aussi, je vous ai fait un vous allez voir qu'en fait j'ai codé ça hier. Je vais vous partager aussi le lien du repo. Il est en privé pour l'instant, mais je vais le mettre en public. Comme ça, vous pouvez retrouver un petit peu ce qu'on a fait. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé plusieurs branches. OK? Step 0, bah, c'est vous allez voir le contrôleur, un peu bourrin. Et puis en fait, à chaque fois, quand vous changez de branche, vous allez voir l'amélioration. Par exemple, première étape, comme je l'ai dit, utiliser un middleware. Deuxième étape, utiliser une policy. Troisième étape, utiliser un form request. Quatrième étape, utiliser un observer. Cinquième étape, utiliser un job. Comme ça, vous pouvez récupérer le projet et tranquillement chez vous, changer de branche et voir un petit peu ce qui s'est passé. OK? Comme ça, je pense, c'est beaucoup plus simple pour vous aussi de suivre tout cela. Est-ce que ça va? Ouais? Allez, impeccable. OK. Alors, voici rapidement mon code. Je vérifie que je suis sur la bonne version. Ta 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 tac, OK, OK. Un petit peu ouvrir le code ici. Ouais, tac. OK, donc à gauche, vous voyez, j'ai un simple formulaire, très classique. J'ai fait un petit truc pour simuler la connexion. Vous verrez, un petit bouton ici que vous pouvez utiliser pour vous connecter, hein, c'est très simple. Vous allez voir, c'est pas compliqué, j'ai cette route-là, ce plugin, je prends le premier user que j'ai en base de données et je connecte. Comme ça, il y a pas à gérer de connexion ou autre chose, c'est juste pour la démo, avoir un mec connecté. Parce que le but du jeu, c'est que pour créer une facture, il faut être connecté et il faut être admin. D'accord? Donc là, je suis connecté et comme par hasard, je suis admin. La facture, si je la crée, on peut changer différentes choses, c'est pas important, ça c'est du front, on s'en fiche un petit peu, mais une fois que c'est fait, vous allez voir que je suis redirigé sur le PDF qui a été généré. OK? Donc là, techniquement, ça a marché. Ça marchait simplement. Je vais maintenant vous montrer le contrôleur. Le contrôleur que j'ai fait, il est dans app HTTP contrôleur forcément, il est juste ici. D'abord dites-moi, est-ce que je zoome un petit peu le code ou ça va? Je peux le zoomer si vous voulez, pour que ce soit peut-être plus lisible pour vous. Est-ce que c'est bon? C'est bon, oui. Ouais, ça va? OK. Donc un contrôleur extrêmement simple, mais vous allez voir, un peu bourrin. Pourquoi? Parce que typiquement là, il va faire à peu près 60 lignes. OK. Donc qu'est-ce qu'on fait? Notre contrôleur là, on va récupérer comme d'habitude la request sur la Laravel, ça c'est normal, hein, c'est pour avoir les données. Première étape ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va voir si est-ce qu'on est bien connecté? Donc pour ça, on récupère le request user. S'il y a personne, dans ce cas-là, on va dire: «Bah non, il y a un problème, tu n'es pas authentifié». Deuxième étape, on va dire: «Mais est-ce qu'en plus le gars, il est admin?» Si il n'est pas admin, pareil aussi, on va aussi aborter. Donc là, dans le contrôleur, on a fait 2 contrôles. Est-ce qu'il est connecté? Est-ce qu'il est admin? Ensuite, on va forcément, en bonne pratique, vérifier les données. Donc pour ça, je vous en parle pas plus que ça, mais ça, c'est les validateurs de Laravel. J'espère que vous connaissez. Si vous connaissez pas, je vous encourage à vous y intéresser. On va juste dire: «Bah, tiens, le titre, je vérifie qu'il est bien requis, que c'est bien un string, qu'il a maximum telle valeur». Les différents items, c'est ce qu'on a ici. On va vérifier que chaque fois la quantité, bah, elle est bien à 1, parce qu'on va pas faire une facture, à -1 ou à -2 quantité, ça veut rien dire. Donc bref, ici, on va faire ce qui est une très bonne pratique. On va vérifier les données parce qu'on va jamais enregistrer en base de données quelque chose qui n'a pas été vérifié avant. Donc en soi, c'est une bonne pratique. Avec Laravel, c'est la façon de faire. OK. Donc on fait ça ici, mais vous L'enregistrement est voyez en cours. Je sais pas pourquoi j'ai été éjecté. ouais? OK. Je reprends un petit peu, enfin je reprends. Je reprends pas, mais bon, ce que je vous disais, c'est qu'on a un contrôleur qui est fonctionnel. Il marche. Il marche et franchement, si vous pondez ça comme code, c'est pas optimisé, mais c'est pas non plus dégoûtant, on est d'accord, hein? Je le redis, c'est plus logique, on vérifie qu'il est connecté, qu'il est admin, on vérifie les données, c'est propre, on fait notre petit enregistrement en base de données, bah, c'est classique. Attention, il y a je coupe ton micro, ouais.
Parfait, merci. Ensuite, on gère le PDF et c'est fini. En soi, c'est propre, d'accord? C'est fonctionnel, ça marche bien. Mais on va pouvoir l'améliorer. Proposez-moi un petit peu des pistes d'amélioration. J'en ai parlé avant dans les slides, mais je veux vérifier que vous comprenez bien. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer le code? Je parle pas de rajouter des features, hein. Je dis comment est-ce qu'on préfère que le code soit plus propre et plus rangé? Dites-moi un petit peu. Sortir l'hôte du user, middleware. OK. On va commencer effectivement par la première étape. On va effectivement se dire que excusez-moi, voilà, créer une request exactement. Première étape, ça là, je vais le mettre ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça s'appelle un middleware. Un middleware, c'est quoi? Si vous allez sur Laravel, dans la partie basique middleware ici, un middleware, c'est un fichier qui va se positionner entre le début de votre route et jusqu'à arriver au contrôleur. En gros, il est là pour filtrer. Il va dire, enfin, on va dire nous, sur telle route, il y a tel middleware. Et donc, quand la route est appelée, avant d'arriver au contrôleur, d'abord le middleware, il arrive. Le middleware, il va faire une vérification, celle qu'on veut nous. Nous, ça va être, est-ce qu'il est connecté? S'il est connecté, le middleware va dire: «OK, je laisse passer, la route peut arriver au contrôleur». Si il n'est pas connecté, le middleware il va dire: «Ah non, tu dégages, je te redirige ou j'aborde la page». D'accord? Donc c'est exactement le code qu'on a fait ici. Je prends le user, s'il y a pas co il y a pas connexion, j'aborte. Sinon, je laisse continuer le code. Sauf qu'en fait, bah, ça, vous imaginez bien qu'il y a plein d'endroits dans vos contrôleurs où vous allez devoir répéter ça. Imaginez que j'ai, à peu près 10 formulaires. Je vais pas à chaque fois dans le contrôleur 10 fois répéter: «Je récupère le user, s'il y a pas d'user, je fais abort», c'est quand même pas très propre. Donc pour ça, on va le factoriser à son endroit et surtout ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un middleware. Alors il s'avère que Laravel, il vient déjà avec, un middleware qui s'appelle Hot. C'est pas la peine de le créer nous. Il y a déjà un middleware qui permet de faire ça. Donc je vais aller dans mes routes ici, web.php. La route que je veux vérifier, c'est celle-ci. Je dis que pour arriver ici en store, il faut que je sois connecté. Alors simplement ce que je vais faire, sur une route, je peux utiliser la méthode middleware et là, je lui dis hot. Hot, encore une fois, c'est déjà créé par Laravel. Si vous voulez en créer un de middleware, vous pouvez, hein. Vous voyez en terminal, vous faites, PHP tac, 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 PHP artisan make middleware, si je l'appelle, connecté, ça va me créer dans mon dossier, HTTP middleware. Bon, j'aurais dû mettre majuscule. Ça me crée un simple fichier. Le fichier il est tout simple, il a une méthode et c'est ici qu'on vérifierait. Mais comme je vous ai dit, c'est pas la peine de le refaire nous manuellement parce que Laravel vient déjà avec un middleware qui permet de gérer la partie haute. OK? Donc c'est pour ça que excusez-moi. Si on met ce code-là juste ici, ça suffit largement. Maintenant, on va aussi le mettre un petit peu ailleurs parce que tant qu'à faire, on va aussi le dire sur cette route-là parce qu'on veut pas non plus que les personnes puissent voir les PDF sans être connectées et puis je pense que ça suffit comme ça. Je reviens sur mon contrôleur, je vais revenir ici, pardon, tac, tac, mon code il est juste là. Je reviens, je fais un peu de place et je vais maintenant enlever ça. Si tout marche bien, je fais F5, ça devrait fonctionner. Ah, non, pardon, je dois comme garder ce user-là, c'est ça que je veux enlever, pardon. Je refais F5, je crée la facture. OK, la facture est générée. Maintenant, on va faire, non, ouais, on est bon à ce niveau-là. OK, donc là, par exemple, ça fait que ça, maintenant, je peux l'enlever. Je peux l'enlever, c'est plus la peine de le répéter parce que c'est bon, c'est fonctionnel. OK, donc première étape, juste passer en middleware. À votre avis, la deuxième étape, ça va être quoi? Ou plutôt entre temps, est-ce que vous avez je vais lire un peu le chat, est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour vous? Est-ce que je suis allé trop vite ou ça va? Ouais? OK. Sur le Jitsi là, je vois je vois une plage blanche bizarre, je sais pas ce que c'est. Mais c'est mon écran évolue toujours? C'est le principal, ouais, OK. OK, vous l'avez OK les yeux là, ouais, c'est ça, ouais, il y a,
Vous voyez bien mon écran, c'est bon? Oui, on voit l'écran. Je sais pas OK. qui partage le truc là, mais est-ce qu'il peut arrêter? Ouais. Ouais, il y a un truc bizarre. Jean-Chris Bedel, tu devrais voir mon écran, mate bien dans à droite là, tu devrais voir mon partage d'écran. Mais si Cédric le voit, tu devrais le voir, aussi. Il faut peut-être que tu le sélectionnes, manuellement peut-être. OK? Maintenant que c'est fait, j'aimerais qu'on passe à la deuxième étape. Deuxième étape, à votre avis, ça va être quoi? Là, on a changé dans middleware. Deuxième étape, c'est comment est-ce que ça là, on pourrait le gérer? Où est le problème de ça à votre avis? Dites-moi, ça, comment est-ce que je peux le changer? Vous êtes toujours là? Je vous ai perdu? Au niveau du constructeur, ouais, effectivement, je pourrais gérer ça, tu as raison, je pourrais gérer ça au niveau du constructeur, comme ça on pourrait factoriser et dire telle méthode, elle a accès à ça, je suis d'accord avec toi. On propose une gate, ça c'est intéressant, on met le middleware hot. OK. Alors, il y a plusieurs solutions. Je pourrais recréer un middleware que j'appellerais isadmin et dans ce cas-là, je dirais: «Bah, cette route, il faut être connecté et en plus, il faut être isadmin». Ça marcherait plutôt bien. Mais pour la démo, j'aimerais plutôt faire autre chose. En fait, ce que j'aimerais dire, c'est plutôt que pour créer une facture, imaginons qu'on a une vraie application, d'accord? On pourrait dire que pour créer une facture, il faut être admin et plus tard, on pourrait dire que pour modifier une facture qui a été créée, il faut être soit admin, soit être l'utilisateur qui avait créé la facture. Et donc pour cela, les middleware, c'est pas forcément parfait. On va plutôt utiliser ce qu'on appelle des gates et des policies. À votre avis, est-ce qu'on utilise une gate ou est-ce qu'on utilise une policy? Pour répondre à cette question, il faut aller voir quelle est la différence entre les 2. Sur Laravel, pour gérer un petit peu les accès, on a 2 choix. On a soit les get, soit les policies. Je vois que Brahim a répondu get dans le chat. Une get, ça marcherait, je suis d'accord. Mais en fait, moi, ce que je veux dire que je veux faire une vérification qui touche les droits d'accès sur le CRUD d'une ressource. Et dans ce cas-là, ce n'est pas une get qu'il faut faire, c'est une policy. En gros, les get et les policies sont 2 façons de faire sur Laravel, ou 2 types de fichiers où on peut coder un petit peu de la sécurité. Dire: «Bah tiens, hem», par exemple, je sais pas, la get, «Est-ce qu'il est abonné?» par exemple, et ben, on va mettre à un seul endroit cette notion «Est-ce qu'il est abonné?» en codant le contrôleur à ce niveau-là, pardon, et après, Mmh. ben, on va le dispatcher ailleurs. Il s'avère que les policies, c'est l'endroit qui est spécial pour qu'on détermine tous les accès sur le CRUD d'une ressource. Donc vu que nous, on veut vérifier pour dire que pour créer une facture, il faut être admin, on va plutôt utiliser une policy. Alors une policy, vous allez voir avec l'exemple, c'est beaucoup plus simple. PHP artisan. Attends, vous pouvez nous donner une différence entre les 2 complètement mélangées? OK, Brahim, donc la différence entre les 2. Si tu dois faire des contrôles d'accès sur le CRUD d'une ressource, vous savez CRUD c'est pour, CRUD, create, read, update, delete. Si vous devez faire des contrôles d'accès pour créer, modifier, supprimer ou voir une donnée, c'est une policy. Parce qu'une policy est égale un modèle. Et tous les autres types de contrôles, donc qui sont pas liés à une policy, c'est des gates. OK? Alors je vous rassure, dans la formation Udemy, que je vous propose, j'ai 20 minutes de slides où j'explique beaucoup mieux, tout ça, mais là, je peux pas vous expliquer, à fond cette partie-là. OK? C'est pour ça que je vous recommande encore une fois, de prendre ce cours. Mais dans tous les cas, retiens juste que si tu vas faire des contrôles sur le CRUD d'une ressource, d'un modèle, c'est une policy, sinon c'est des gates. OK? Donc nous, allons-y, on va créer une petite policy. On va dire PHP artisan make 2 points policy. La convention Laravel, c'est de l'appeler comme ça. Il faut dire que c'est le nom de la ressource. Nous, pardon, notre modèle, hop là, je vais pas montrer, mais on avait un petit modèle ici qui s'appelle invoice, hein, c'est pour ça. Je l'appelle invoice policy. OK? Et je peux lui préciser que le modèle, c'est invoice. Vous allez voir qu'il va me créer un petit fichier dans policy. Ce petit fichier-là, il est génial parce qu'en fait, vous avez vu que d'un coup, il m'a créé une classe toute simple avec plusieurs méthodes.
il y a une méthode qui va enfin, chaque méthode doit me retourner, en fait, ce qui se passe au niveau des contrôleurs. C'est juste des booléens, tout bêtement. Et donc moi, je peux faire, par exemple, dire que le jour où je voudrais modifier une facture, je pourrais dire: «Bah, attends, il faudrait que» ah pardon, pour chaque méthode, je reçois le user qui est connecté et le modèle. Donc par exemple, pour modifier, il faut que je dise: «Bah, je peux modifier seulement si soit le user est admin, parce que l'admin, il peut tout faire, ou alors s'il s'avère que l'invoice le user ID de l'invoice est égal au l'ID du user connecté. Donc c'est le gars qui a créé la facture. Donc oui, je lui donne le droit. Et avec ça, en fait, bah, je mets à un seul endroit tout mon code de validation de contrôleur que je veux faire ici. Vous voyez un petit peu le truc? Et donc, nous, je vais faire simple ici pour la démo, on va enlever toutes les méthodes qu'on n'a pas besoin, mais vous voyez que vous avez vu qu'il y a des méthodes pour, delete, et absolument tout. On va juste dire pour cette démo, pour, être un peu rapide, on va juste dire que nous, on va vouloir être sur la partie création. OK? Et pour la partie création, ce qu'on a besoin de dire, hop là, j'ai perdu un truc, pardon. Quoique non, excusez-moi, je vous dis une bêtise. On va quand même tout garder finalement. On va juste faire ici le create, excusez-moi. Le create, on va dire que, on peut le faire seulement si user is admin. OK? C'est tout. Sauf qu'il y aurait peut-être plein d'endroits, où on va devoir répéter les admins. Par exemple, delete, on va dire, bah, il peut supprimer si il est admin et aussi si c'était le propre gars qui avait créé ça. Restore et force delete, je vais les enlever, on va pas parler de ça aujourd'hui. Et ensuite, le view any, je m'en fiche un petit peu, c'est pas important ici. Et voilà, donc là, très rapidement, qu'est-ce qu'on a fait? Heu, pardon, je bug ici. OK, je répète. Pour les factures, on vient de terminer toutes les accès. Qui peut voir une facture? Seulement une personne qui est admin ou alors l'utilisateur qui a créé la facture. Qui peut créer une facture? Seulement un admin. Qui peut modifier une facture? Soit un admin, soit la personne qui a modifié la facture. Qui peut supprimer une facture? Soit un admin, soit la personne qui a modifié la facture. Bon, ce qu'on repère, c'est qu'à chaque fois, on est en train de répéter un peu bêtement isAdmin ou isAdmin ou isAdmin ou. Alors ce qu'on peut encore faire pour optimiser, on peut utiliser, je vais peut-être vous perdre, j'espère que ça va aller à ce niveau-là, on peut utiliser un petit before. Le petit before, c'est tout simplement une méthode qui va être appelée automatiquement avant qu'on arrive sur le view ou le create. Donc ici, je vais dire tout simplement, bah, si le mec est admin, il peut tout faire, donc je dis true. Sinon, je vais retourner nul, ce qui veut dire que la policy va aller voir les autres méthodes. Et dans ce cas-là, je peux enlever mon isAdmin que je fais à chaque fois là, et d'un coup, j'ai un code un peu plus simple. Maintenant que j'ai fait ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais pouvoir aller l'utiliser au niveau de mon contrôleur. Donc, au lieu de faire la chose suivante, je vais plutôt dire un truc du genre this authorize. Ça, c'est une méthode qui vient de Laravel. Je vais dire, eh bien, est-ce que attends, vous allez voir ça. J'importe juste le modèle, invoice, tac, 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 tac. OK. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il va aller appeler automatiquement l'invoice policy, parce qu'il reconnaît que pour invoice, c'est forcément invoice policy, parce qu'on a respecté la convention. Il va aller voir, bah, tiens, qu'est-ce que dit la méthode create? Donc qu'est-ce que dit cette méthode-là? Si elle est true, alors ça passe, sinon il va nous lever une erreur. Ici, j'ai juste un petit souci parce qu'il faudrait dire que notre contrôleur, pour que ça marche ça, c'est juste du Laravel, il faut penser à dire qu'on a besoin d'utiliser, le trait qui s'appelle le trait suivant. OK. Si j'arrête de coder, on est bon. Je regarde sur le chat et je ne sais pas si vous m'écrivez ou pas forcément. OK. Là, avec ça, ce que je viens de faire, encore une fois, c'est que un petit commentaire ici, c'est qu'en fait, au lieu de coder la logique dans mon contrôleur de est-ce qu'il peut voir une policy ou autre chose, j'ai un seul fichier où toute ma logique est centralisée. Là, j'ai fait simple, on a fait isAdmin ou autre chose, parce qu'encore une fois, c'est une petite démo. Imaginez que vous avez une grosse application, vous avez 15 modèles à gérer, plein de contrôles, différents rôles, rôle admin, rôle user, rôle employé, rôle ceci, cela. Si dans tous vos contrôleurs, à chaque fois, vous faites des gros if, c'est pas très propre.
Alors que si vous utilisez les policies, vous avez un fichier par modèle et ce fichier, il résume en un seul endroit tous les différents contrôles qu'on peut faire. Donc en gros, il y a un endroit où on définit nos accès et après, pardon, on va utiliser cette policy là où on en a besoin dans le contrôleur, dans nos services et cetera. OK? Donc ça, c'est la bonne utilisation des policies. Est-ce que ça va ou est-ce que je suis allé trop vite et je vous ai perdu et vous fumez complètement du cerveau? Je vois un pouce levé, ça va. OK. Donc, juste ici, si vous êtes un peu perdu, retenez simplement, après, encore une fois, ça vaut le coup d'aller un petit peu apprendre c'est quoi les policies. Retenez simplement que au lieu de mettre tout mon code qui contrôle dans mon contrôleur, j'ai plutôt défini en un seul fichier tous les différents accès, ce qu'on appelle une policy et après je l'ai réutilisé avec Laravel. Là, encore une fois, c'est un peu simple. Peut-être que vous vous dites: «Mais c'est un petit peu bidon comme, truc», mais imaginez que vous avez vraiment plein de modèles, plein de contrôleurs. D'un coup, si vous respectez une policy par modèle et tout ça, vous avez un code beaucoup plus propre. Parce que si un jour, je vois que sur une application, j'ai un client qui me dit: «Ah Thibaut, c'est bizarre, je suis connecté et j'ai pas accès à tel, item». Eh bien, je vais juste aller voir ma policy et c'est à cet endroit-là où je vais pouvoir corriger le code. J'ai pas à fouiller tel contrôleur qui a fait ci, j'ai un seul endroit qui a tout défini. Brahim, il me demande: «Pouvez-vous juste me montrer comment vous l'avez intégré dans le contrôleur?» OK. Donc oui, tu as raison, effectivement, j'ai fait la policy ici. Comment je l'ai intégré avec cette ligne de code? En fait, avec Laravel, tu peux utiliser ce trait-là qui permet sur un contrôleur de dire «this authorize». Tu mets qu'est-ce que tu autorises? Création, update et tu peux aussi mettre un tableau, bien évidemment et tu mets le modèle que tu veux vérifier et automatiquement, Laravel, parce que ta policy s'appelle invoice policy, il reconnaît que pour le modèle invoice, il va aller voir le fichier invoice policy, il va aller voir le booléen retourné par la méthode create. OK, ça, il le fait automatiquement pour toi. Je vous fais vite, mais une policy, on peut aussi faire un middleware qui utilise votre policy. Donc ça, c'est encore plus propre. Vous pouvez aussi faire des policies qui se mettent directement au niveau des routes. Vous pouvez aussi faire des policies qui se mettent de manière générale sur les middleware. Et Anthony qui répond: «La fameuse magie de Laravel, sans respecter la convention». Exactement. Laravel, typiquement, parce que encore une fois, j'ai la convention invoice policy, lui, il a réagi automatiquement. Quand on appelle cette fonction-là, Laravel, automatiquement, il va choper la policy et la méthode. C'est génial, c'est pratique et vous, finalement, en quelques lignes de code et bah, c'est fait. Donc là, vous voyez, j'espère que vous êtes pas trop perdu, mais si vous mettez des policies pour tous vos ressources sur votre code, vous avez un code beaucoup plus propre. Non seulement parce que vous aurez un seul fichier qui résume toutes les conditions d'accès sur le CRUD d'un modèle, donc c'est super propre et en plus après vous pouvez l'utiliser facilement dans vos contrôleurs et autre chose et donc alléger le code de vos contrôleurs et tout centraliser. Donc c'est vraiment, d'une pierre deux coups. OK? Donc ça, c'est la deuxième étape pour un peu améliorer notre contrôleur. Finalement, on n'a pas économisé beaucoup de code, je suis d'accord avec vous, mais quand même, on met en place des choses qui sont beaucoup plus propres. Je vous le redis, imaginez que vous avez vraiment 20 modèles et 20 contrôleurs et 100 méthodes. Ce qu'on fait là, cumulé, ça va vraiment changer la qualité du code en général. OK, avant que je passe à l'étape suivante, est-ce qu'il y a des questions sur ça? Est-ce que ça va? Est-ce que je vais trop vite? Ou est-ce que je vais pas assez vite? Dites-moi, que je puisse un petit peu m'adapter, à vous, OK? N'hésitez pas à répondre s'il vous plaît, que je parle pas tout seul derrière mon écran. OK, je vois que ça va, ça va. OK, allez, on a fait cette, étape numéro 2, qui était d'utiliser une policy. Étape numéro 3, à votre avis, c'est laquelle? Comment est-ce que je pourrais alléger le code de mon contrôleur qui est juste ici? OK, si là qui dit que c'est bien expliqué, eh ben, tant mieux, merci. N'hésitez pas, encore une fois, à poser des questions, hein, si jamais, hein. Ah, dites-moi, comment est-ce que je peux améliorer ça? Alors, il y a Adjidoro qui propose de faire une form request. Il y a Zana Uwatara qui propose ça aussi. Et ben, je suis d'accord avec vous. En fait, ici, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de vérifier les données qui ont été envoyées par l'utilisateur. Les données qui viennent donc de ce formulaire-là. C'est très bien ce qu'on fait, c'est super important, c'est primordial. Vous devez faire ça. Ah, il y a Kassoum qui ne voit pas le code. Kassoum, je pense qu'il faut que tu sélectionnes dans Jitsi, là, tu devrais voir, va voir les intervenants et tu devrais voir un partage d'écran, il faut que tu cliques dessus à mon avis. Je sais pas si, est-ce qu'on peut pas l'épingler le
mon partage d'écran, je pense pas continuer. Je pense que c'est le cas. Mais attends, attends. Ouais, si tu peux essayer de l'épingler pour tout le monde, comme ça faciliterait, mais en tout cas, vous devez pouvoir le retrouver. OK, je reviens sur le code. Tac, OK. Je reviens sur le code, donc ça, c'est très bien. Il faut faire ça, d'accord? Vous pouvez pas aller, manipuler votre base de données sans avoir vérifié les données, parce que sinon derrière, il peut y avoir du hack, il peut y avoir des failles de sécurité, d'accord? Donc ça, c'est très bien, il faut le faire. Jusque là, bah, c'est en plein milieu du contrôleur et on pourrait le mettre ailleurs. Et comment le mettre ailleurs? C'est ce qu'on appelle une form request. Alors pareil, on va sur la doc de Laravel, je me demande où elle est celle-ci, dans Basic, parfait. Ah, form request, tac, c'est là. OK, elle est ici. En gros, dans la partie validation de Laravel, ça explique pardon, excusez-moi, ce petit bout de code là qu'on vient de voir, eh bien, on peut aussi faire un fichier qui va permettre de gérer ça. Alors je vais le faire avec vous, c'est pas compliqué, comme ça on le fait en live. OK. PHP artisan make quoi? Make une request. Moi, je dis farm request, mais le mot-clé, c'est request et on va l'appeler store parce que c'est la méthode de store, invoice, request. Comme ça, le nom du fichier, on comprend que enfin, quand je vois le nom de fichier, je comprends que c'est la méthode de store du contrôleur invoice request. C'est pas compliqué et ça marche bien. Laravel va donc me créer ce fichier qui est dans app http request. Il est ici. Tac, on va fermer un petit peu ici, j'agrandis là et je vais juste, speed wide, tac. OK. Ce qu'on va faire donc, pardon, ce fichier request, il a 2 méthodes. Première méthode, le authorize. Est-ce que vous reconnaissez, l'authorize là? Dites-moi, ça vous fait penser à quoi? Quand vous voyez une méthode authorize qui était faite sur une request? Personne? Policy, effectivement. En fait, là dans le contrôleur, on a mis ici le authorize create et en fait, on pourrait même plutôt le mettre ici dans la forme request. Exactement. Exactement, Brahim, c'est ça. Pareil pour Jean-Christ Bedel, c'est exactement ça. On pourrait faire la chose suivante. On pourrait dire que, au lieu de mettre que le contrôleur dit qui est autorisé à aller ici, on peut carrément mettre ça dans le friend request. Donc encore plus alléger notre friend request. Donc ça, c'est quand même plutôt cool. Dans tous les cas, il y a ici une méthode. On va mettre true ici, parce que je vais un petit peu accélérer, sinon ça va être trop long. Mais donc vous pourrez déplacer ça ici potentiellement, mais ça, c'est pas possible de le faire là. Et en fait, simplement, on a une méthode rules, pardon, qui retourne un tableau. En fait, vous connaissez bien que c'est le tableau qui est fait juste ici. Donc moi, je m'embête pas, je reprends le tableau qui est là, je copie-colle et je peux, presque enlever ça. Ce que j'ai juste besoin de faire, c'est de faire la chose suivante. Tac. Là, j'ai enlevé ça. Vous allez me dire, ah pardon, c'est pas la bonne méthode, c'est celle-ci. OK. Vous allez me dire: «Bah, attends, comment ça marche pas? Parce que, là, on a dépassé le code, mais comment est-ce que Laravel sait qu'il faut utiliser TF en request?» Eh bien, je vais pouvoir modifier mon petit contrôleur ici dans ma méthode. Au lieu de dire que je veux une request normale, qui je vous rappelle, c'est cette classe-là, qui est une classe tout à fait classique. Nous, ce qu'on va plutôt dire, c'est que je veux utiliser la request que je viens de créer. Donc store invoice request. Parfait. Tac. Et en fait, maintenant, automatiquement, dès que ouh ma souris est en train de déconner, pardon. Ah! Qu'est-ce qu'elle fait la souris? Pardon, excusez-moi. Je reviens sur le code. OK. Dès que je vais submit ce formulaire, mon contrôleur, enfin ma route prend, va appeler le contrôleur, le middleware hot, il arrive, il passe, puis on va dire, vous vous rappelez la policy, est-ce qu'il peut créer ou pas? Oui, forcément. Et mais en fait, avant d'arriver à tout ça, avant d'arriver dans ce code-là, d'abord il va aller exécuter, cette form request. Et s'il s'avère qu'un champ n'est pas bon, je vais même pas arriver ici. Là, c'est mort. Je ne serai même pas arrivé là-dedans. Mon code, Laravel, ma friend request va direct rejeter et faire un return back avec les erreurs qui ont été balancées. Vous voyez, c'est automatiquement. Et donc d'un coup, là, je viens d'économiser 20 lignes de code sur mon contrôleur et surtout, j'ai factorisé. C'est au bon endroit.
Si je veux le vérifier, mais tiens, si un client, par exemple, me dit, «C'est bizarre sur mon formulaire, j'ai beau mettre les bonnes données, toujours le code me dit que j'ai fait une erreur». Bah, moi, si je veux corriger ça, je vais pas aller voir le contrôleur. Je vais aller voir, mais tiens, c'est quoi la forme request de ce contrôleur-là? Hop, j'ai un seul endroit, j'ai pas 10 000 lignes de code, j'ai un seul endroit où je peux vérifier qu'est-ce que j'ai codé, comme, contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on reprend un peu la métaphore de la commode, bah, j'ai un tiroir qui est fait pour mes contrôleurs. J'ai un tiroir qui est fait pour vérifier mes données. J'ai un tiroir qui est policy qui est fait pour définir quels sont les accès. J'ai un tiroir grâce à Modelware où je peux mettre les filtres de mes routes. Et vous voyez, tout simplement, avec ça, j'ai pas fait grand chose, hein. J'ai juste déplacé mon code dans un fichier, dans un type de fichier fait par Laravel qui est spécial et qui est dédié à ça. Et donc, de nouveau, là, on peut se dire: «Mais Thibaut, c'est un peu bidon ce que tu fais, c'est un seul contrôleur». Je vous le redis, imaginez que vous avez 20 modèles, vous avez 20 contrôleurs, vous avez 20 CRUD à faire, vous avez 100 méthodes. Vous êtes bien content d'avoir des requests qui sont faits ici. Notamment parce que, potentiellement, le contrôleur des données entre la création d'une donnée ou la modification d'une donnée, bah, c'est un peu la même. Donc, ici, bah, justement, merci Jean-Christ Bedel qui demande ça. Bah, on peut et si savoir si c'est une request pour créer ou pour modifier, et pouvez un petit peu jouer sur le contrôleur. Par exemple, mettons que vous faites un user, quand un user s'inscrit, il va mettre son email, vous allez vérifier que l'email n'existe pas à la création, ce qui est très logique, parce que vous voulez que les emails soient uniques. Mais quand vous allez modifier, si la personne modifie son email, vous allez de nouveau vouloir vérifier que l'email est unique, mais il faut juste préciser qu'il est unique, sauf sur l'email qui est vous-même, parce que sinon ça posera problème. Bon, bah là, vous pouvez gérer ça. Donc, en faisant un petit peu de code, et là j'ai pas trop le temps de vous montrer parce qu'il est déjà ça fait déjà 1 heure que je parle, pardon. Mais oui, effectivement, Jean-Christ Bedel, tu peux ici, hem, faire une seule forme request pour ta création ou ta modification, juste en jouant un petit peu sur les 2 cas. Et comme ça, tu vas tout factoriser au même endroit. Parce que qu'on soit dans la création ou modification, on devra toujours vérifier un peu les mêmes choses. Donc là, vous voyez, non seulement on a rangé le code au bon endroit, mais en plus, on peut le réutiliser, donc on gagne en factorisation. À partir du moment où on gagne en factorisation, vous gagnez en code plus lisible et plus sympa à voir. OK? Donc ça, c'était un peu la troisième étape. 3e étape, et encore une fois là, ce code-là, on peut déplacer ici, mais je vais un petit peu accélérer maintenant. Avant que je passe à la quatrième étape, est-ce que vous avez des questions ou des retours? Est-ce que ça va ou est-ce que j'en ai perdu quelques-uns en cours de route? N'hésitez pas, on est là aussi pour, apprendre et parler ensemble. Est-ce que ça va? OK. J'en ai quelques-uns qui me disent: «Ça va pas», mais si ça va pas, n'hésitez pas à me le dire, hein, d'accord? Moi je peux pas le deviner. OK, maintenant, comment encore améliorer mon code? Donc on récapitule, on a fait un middleware qui nous empêche d'arriver ici si on n'est pas connecté. Super. D'ailleurs je vais enlever ce commentaire. Pardon. Hem, Donnez-moi juste 2 petites secondes. Ce petit user en fait, il me sert où? Il me sert là. OK, bon je garde, pardon. Donc je répète, on a un middleware qui va filtrer entre avant qu'on arrive sur ce contrôleur, il va dire: «Est-ce que tu es connecté ou pas?» Si tu es pas connecté, il te dégage. Une fois que tu es connecté, on arrive ici, on récupère le user, on va vérifier la policy. Est-ce que cet user, est-ce qu'il a le droit de créer une facture? Donc au lieu de coder ici le contrôle, on va juste appeler ici la vérification, mais la vérification, elle se fait dans notre fichier policy. S'il a le droit, maintenant on va vérifier. Est-ce que les données que l'utilisateur a envoyées sont bonnes? Est-ce qu'un email est un email, c'est bien un string? Est-ce que c'est bien requis? Ceci, cela. Ça, c'est une très bonne chose à faire. Bah, au lieu de le faire ici, on a utilisé une form request qu'on a créée nous-mêmes, qui a tout centralisé à ce niveau-là. C'est bien, on est content, on peut donc créer notre facture. Ça, ce code-là, il bougera pas, hein, c'est du code pour créer la facture, voilà, c'est un moment, il y a pas de magie, hein, faut bien coder un petit peu quelques lignes pour que ça marche, parce qu'il faut créer la facture, puis après créer les lignes de la facture et tout ce qui va avec, OK. Et maintenant, parce que la facture a été créée, je veux générer la facture. Super, donc c'est ici que dans mon code, j'ai fait 3 lignes de code qui permettent de générer la facture. À votre avis, comment est-ce que je peux améliorer ça? Bon, la réponse est juste là, j'avais pas vu, j'efface. Comment est-ce que je pourrais améliorer ça? Ou plutôt, quel serait ça marche, mais quel serait le problème de laisser le code comme ça dans le contrôleur?
Qu'est-ce qui pourrait se passer? Dites-moi. La lenteur, pas forcément, parce qu'en fait, alors la lenteur, on en parlera après, ça c'est les jobs. Il ne sera pas réutilisable, pourquoi pas, le taux de chargement, donc effectivement, vous avez, Brahim a raison, il y a la lenteur, mais c'est pas encore ça que je vais vous montrer. Ça sera l'étape encore suivante, c'est la dernière étape. Là, c'est plus que, OK, j'ai fait que à la fin de mon contrôleur store, je génère une facture. Super. Qu'est-ce qui se passe si après j'ai fait la méthode, on va dire update et là aussi, après la modification d'une facture, j'aimerais régénérer le PDF. Donc déjà, j'aurais 2 contrôleurs qui feront la même chose. Enfin, que j'aurais 2 bouts de code que j'aurais répétés. Ensuite, encore autre chose, si mettons plus tard vous faites une API. Vous avez votre Laravel, vous avez votre côté un peu monolithe, il y a un formulaire qui est envoyé, mais aussi une API. Ça veut dire que sur le contrôleur de l'API, je devrais aussi penser que, ah, une fois que j'ai enregistré la facture sur l'API, il faut que je pense à faire la facture. Donc, il y a 2 endroits où je peux oublier d'en faire quelque chose. En gros, on va parler différemment. Quand est-ce qu'on déclenche une facture? On la déclenche quand une facture enfin, quand un pardon, quand est-ce qu'on déclenche la génération du PDF de la facture? On le déclenche quand une facture a été créée. En toute logique, c'est dans le contrôleur. Mais il peut y avoir plusieurs endroits qui créent votre facture potentiellement. Donc on va plutôt jouer sur un système d'événements et de listener. Vous connaissez ça? On lève un événement, on va l'écouter. Alors sur Laravel, on peut, si vous en avez besoin, je vais sur la doc, on va partir dans, Digging Deeper, je dirais, voilà, dans la partie en profondeur de Laravel, on peut créer nos propres événements, puis nos propres listeners qui vont réagir en fonction d'eux. Sauf que je vois qu'il y a une question, mais j'apprends juste après. Je pourrais ici vouloir dire: «Bah, tiens, je vais lever l'événement invoice created et puis un listener va l'écouter». Super, mais en fait, sur Laravel, il s'avère que si vous utilisez Eloquent, donc l'ORM de Laravel, l'outil qui est utilisé pour créer des données, lui, automatiquement, quand vous créez une donnée, quand vous modifiez une donnée, quand vous supprimez une donnée, automatiquement, il va lever les événements pour vous. Et donc, ce qu'on va faire, on va créer ce qu'on appelle un observer. Un observer, c'est un méga listener. C'est un seul fichier qui observe un modèle et qui a toutes les méthodes auxquelles il va réagir. Et vous allez voir, avec un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Avant de faire l'exemple, je vois qu'on m'a posé la question: «Pourquoi stocker la facture?» C'est pour une démo, hein, donc on s'en fiche un petit peu. Je préfère la retourner, mais c'est parce que, imaginons, que plus tard je l'envoie par email ou que la personne veut la retrouver, bah, je l'ai stocké. Mais voilà, c'est une démo, hein, ne vous embêtez pas trop sur ça, c'est le code, qui était fait sans cahier des charges, hein, c'est juste histoire de là, ce que je veux surtout vous montrer, c'est à partir de ça, comment améliorer le code. Donc ce que j'aimerais faire, c'est de créer un observer. Vous allez voir plus simple avec l'exemple. Allons-y. PHP, artisan, make, observer, observer et je l'appelle invoice observer. OK. J'ai fait une erreur. Mince, attendez. Hop, 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 je vois plus rien. Où est mon code? Il est ici, pardon. OK, je la refais, je supprime le fichier, vous allez voir pourquoi, c'est que j'ai oublié de faire un truc. Ah, tac. Je refais ma commande, mais je précise que le modèle est égal invoice. Vous allez voir la différence. Il me recrée le fichier et là, c'est parfait. Il m'a créé un fichier avec différentes méthodes. Une méthode qui s'appelle created, une méthode qui s'appelle updated, une méthode qui s'appelle deleted et celles-ci, on va les enlever parce que j'ai pas envie d'en parler maintenant. OK, à votre avis, sans je vais un peu expliquer ça, mais à votre avis, ça pourrait être quoi ces méthodes? C'est quoi ce truc-là? Quand vous voyez le nom des méthodes, à votre avis, ça peut être quoi? Je sens que je vous ai perdu. Anthony, tu es toujours là ou tu es parti? Alors il y a Zana Ouattara qui répond des événements, effectivement. Pareil pour Adjidoro, des événements sur des modèles, effectivement. GeekG, effectivement, des événements. Anthony, tu dis qu'il est là, parfait. Alessandro Cucuvi,
Événement, effectivement, Ibrahim, parfait. Exactement, vous avez tout compris. En fait, c'est des méthodes qui écoutent des événements. Donc, dès qu'une invoice a été créée, j'arrive dans ce code-là. Dès qu'une méthode a été updated, donc a été modifiée, j'arrive ici. Dès qu'une facture, invoice a été supprimée, j'arrive ici. Et donc, je peux réagir à ce niveau-là. Et le plus fou, c'est que par exemple, created, updated, on préfère une seule fonction. Saved, si mettons je veux interagir, pardon, je vais le faire différemment. Après, je vous fais la correction, mais je pourrais aussi faire la chose suivante. Et ça, c'est quand même trop cool. C'est-à-dire que là, je peux interagir. Saved, c'est que qu'il soit créé ou modifié, j'interagis ici. Par exemple, je sais pas moi, mettons que dès qu'une facture est créée ou qu'elle est modifiée, je veux, la régénérer justement et l'envoyer par email. Je vais le faire ici parce que je vais pas copier-coller la même chose ici et ici. Mais si je veux interagir seulement quand elle est créée ou seulement quand elle est modifiée, je peux interagir ici. Mais nous, dans notre exemple, le saved, il suffit largement. Je veux dire, quand elle est créée ou modifiée, je veux régénérer ma facture. Vous voyez? Comme ça, j'ai optimisé. Mais ce qui est encore plus cool et ça, j'adore utiliser ça avec Laravel, c'est qu'on a vu created, updated, saved, mais regardez-moi ça. On peut aussi faire, par exemple, saving et ça, c'est incroyable. Alors saving ou creating ou deleting ou updating. Ça veut dire que là, je peux interagir avant qu'elle soit créée en base de données. Ça peut être super intéressant peut-être pour vérifier quelque chose. Est-ce que la donnée est bonne ou rajouter quelque chose ou loguer? Je peux interagir juste avant. Donc en gros, je peux interagir automatiquement avant une création ou après une création, avant une modification ou après une modification, pardon, avant une suppression ou après une suppression et ça, c'est quand même trop génial. Donc moi, j'utilise énormément dans mon code les observeurs parce que je peux faire plein de choses. Par exemple, là, j'ai codé, l'année dernière, c'était pour un très gros client. C'était après, 9 mois de boulot, tout un truc avec Shopify où on va gérer des retours, l'API et tout ça et en fait, quand vous passez une commande sur un e-commerce, vous pouvez donc, je sais pas, vous avez acheté 3 jeans et mettons que parmi les 3 que vous avez reçus, vous allez en retourner un. Donc l'application permet de vous mettez le code de votre commande et puis vous allez réafficher les produits, lui dire: «Lui, je le retourne, je le veux en remboursement», enfin bref, il y a plein de choses. Et en gros, quand une personne va faire une demande de retour, ce retour passera par différentes étapes. En cours de création, elle est créée, le e-commerçant a accepté le retour, c'est OK. On a reçu le retour, la logistique. Le mec ouvre le colis, est-ce que le jean il est pété ou pas pété? Si oui ou non, il va dire qu'il est conforme, pas conforme et après on le traite. Et en gros, un retour sur l'application de mon client, pardon, passe par différentes étapes et à chaque étape, j'ai besoin de faire des choses. Par exemple, quand le e-commerçant dit: «J'accepte de prendre ce retour», alors automatiquement, on doit envoyer un mail au client pour lui dire: «OK, c'est bon, tu peux envoyer ton retour par la poste» et puis il doit imprimer un PDF pour ça. Bon bref, il y a plein de choses comme ça et c'est là où je vais tout gérer dans mes observeurs. Dès que c'est saved je vais prendre le statut en cours, voir quel statut c'est et puis je vais déclencher différents événements en fonction d'eux. Donc moi, les observeurs, je les utilise énormément et je vous encourage vraiment aussi à le faire de votre côté. Je reviens sur, notre petit code. Ce qu'on va faire, c'est que, je vais mettre ça à côté. Tac. On va ranger un peu le code. J'agrandis. OK. J'enlève mon saving parce que il faut qu'il soit enregistré dans tous les cas et en fait, ce petit code-là, là, qu'on avait ici, pour générer, je le copie-colle, je le supprime ici et je le mets là. Parce que forcément, la méthode save, elle me retourne l'invoice. Donc là, c'est le même code. Ça y est, je viens de faire ça. Et donc d'un coup, mon contrôleur, il a plus besoin de le faire. Et donc si maintenant, imaginons que quand je disais, j'ai d'autres endroits dans mon code qui pourraient créer des factures, ce contrôleur-là ou je sais pas, OK. Imaginons que vous avez fait votre facture. Je te réponds après Brahim, merci pour ta question. Imaginons que vous avez donc votre formulaire comme nous. Mais peut-être que sur votre dashboard, vous aurez un petit bouton «Dupliquer la facture». Ça sera un autre contrôleur qui lui aussi va créer une facture. Et vous n'avez pas à répéter le contrôleur, ça va recréer, l'observeur est invité. Donc que ce soit par une API, par un truc de duplication, par un truc de création, par un truc de modification, qu'importe dans quel endroit dans votre code une facture peut être créée, dans tous les cas, elle va lever un événement que vous allez écouter et générer la facture.
Et donc dans ce cas-là, c'est trop bien parce que vous n'avez pas à vous prendre la tête de dire: «Est-ce que j'ai bien pensé à vérifier toutes mes routes et tous mes contrôleurs qui créent une facture? Est-ce que j'ai pas fait un oubli quelque part de faire ça?» Non! Si vous avez fait un observer et que vous utilisez HelloCunt, qu'importe l'endroit dans votre code ou qu'importe le point d'entrée dans votre code qui crée une facture, eh bien, c'est levé automatiquement. Et ça, bah, c'est génial pour nous développeurs. Et encore une fois, non seulement c'est super pratique, mais ça a encore allégé notre contrôleur. Et donc, d'un coup, je vous rappelle, imaginez 20 modèles, 20 contrôleurs, 100 méthodes, cumulez les policies, les middleware, les get, les observers. Vous avez un code qui est propre, chaque chose est au bon endroit, le fameux tiroir de la commode, mais en plus, c'est optimisé sur le long terme. Brahim qui me demande, pouvez-vous nous dire les cas de figure où on use les observers? Eh bien, typiquement là, tu veux réagir après la création ou quelque chose, tu te fais là. Moi, j'utilise aussi beaucoup pour faire tout ce qui est du cascade. Mettons que, tu veux réagir qu'avant, je dis une bêtise, tu as fait un blog, des gens peuvent faire des commentaires et tu as un de tes utilisateurs qui enlève son compte. Et bah, tu vas peut-être vouloir dire que parce qu'il enlève son compte, je vais garder les commentaires, mais je vais devoir juste mettre, anonyme ou un truc comme ça. Donc tu pourrais réagir dans la méthode deleting, donc avant de supprimer le compte, tu prends tout le commentaire et tu changes l'user ID, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du cascade. On peut le faire automatiquement dans votre SGBD. Alors je pense que vous connaissez ça avec, en SQL, EDET, en cascade, mais toutes les SGBD vont pas forcément gérer ça. Donc des fois, on peut gérer ça dans vos observeurs. OK? Donc moi, Brahim, dis-toi juste que, comment générer le PDF? Ouais, j'ai utilisé une librairie, je sais plus laquelle, oui, celle-ci, voilà. Ça, c'est une librairie, Laravel pour gérer ça, Anthony. C'est pas natif à Laravel, c'est une librairie, mais qui est assez connue pour gérer un PDF. C'est plutôt cool. Donc Brahim, pour répondre, à ta question, eh bien, les cas de figure des observeurs, c'est vraiment dès que tu veux réagir avant ou après un événement qui va toucher le creux d'une ressource, tu utilises un observeur. OK? Donc, génération de PDF comme on l'a vu. Pour des logs aussi, tu vois? Tu veux tout loguer, tout ce qui se passe et bah, tu vas faire ça au niveau des logs. Tu veux envoyer des emails. Tu sais que quand tu as fait un e-commerce, tu as fait une boutique e-commerce, il y a un gars vient de passer commande, tu vas vouloir envoyer un email après la commande et bah, tu vas utiliser un observeur pour dire: «Commande créée», boum, j'envoie un email. Tu vois? C'est aussi bête que ça. Parce qu'une commande, elle peut le créer depuis ton front, elle peut le créer en duplication, ça peut être peut-être, un admin qui a créé au téléphone la commande pour un client, tu vois? Il y a plusieurs points d'entrée et bah, ça va lever l'événement créatide et toi tu interagis dans l'observeur. Alors, vous avez un observeur par modèle ou plutôt un observeur et pour un modèle. Mais vous n'êtes pas obligé de faire des observeurs pour tous vos modèles, d'accord? Si ça sert à rien d'observer un modèle, ne faites pas, d'accord? Vous allez créer un observeur seulement si c'est pertinent. Vous avez vu et pareil, l'observeur, vous avez vu, j'ai plein de méthodes, creating, created, betting, betting, gna gna. Je vais écrire seulement celles que j'utilise. C'est pas la peine de toutes les mettre et qui servent à rien, d'accord? Donc, un observeur pour un modèle, vous n'êtes pas obligé de faire un observeur pour tous vos modèles si c'est pas utile. C'est comme pour les policies. Une policy par modèle, vous n'êtes pas obligé de faire une policy pour chaque modèle si ce n'est pas pertinent. Des fois, on s'en fiche parce qu'on n'a pas de contrôle, à faire dessus. D'accord? OK? Brahim, est-ce que j'ai répondu à ta question? Tu me dis merci, donc j'imagine que oui, mais j'espère que ça va, n'hésitez pas d'autres. OK. Donc ça, c'était les observeurs. C'est trop bien, vous avez un seul endroit. Vous pouvez retrouver tous les événements du CRUD d'un modèle et interagir en fonction d'eux. Pour information, si vous n'avez pas forcément d'événements sur un modèle, vous pouvez créer vos propres événements et vos propres listeners et vous avez ça dans la documentation. Et c'est à la fin de la doc qu'il y a un truc observer. Non, ça c'est la partie observer, pour vous le dire, c'est dans, HelloCunt. C'est ici, je crois, et c'est à la toute fin, voilà, à la toute fin de HelloCunt, vous avez un truc sur les observeurs juste ici. OK. Attention, il y a un micro qui est ouvert. Comment appeler l'observeur dans le contrôleur? Alors justement, Jean-Christ Bedel, tu n'as pas à le faire. C'est fait automatiquement. Pourquoi? Tu n'as pas appelé l'observeur parce qu'en fait, et c'est ça où c'est vraiment génial, c'est que quand tu fais ça là, par exemple, qu'est-ce que je fais? Là, j'utilise mon modèle Invoice, qui je vous rappelle, c'est Laravel utilise un ORM, Object Referencing Mapping, qui s'appelle HelloCunt. Si vous utilisez HelloCunt pour creuser vos données, HelloCunt, pour vous, va lever les événements. Donc là, toi, Jean-Christ, tu ne fais rien, à part juste créer, et Laravel, pour toi, via HelloCunt, va lever l'événement créatif.
et c'est fini. Alors tout ce qui manque, je crois, si je me trompe pas, pour faire la démo complète, il faut juste on l'enregistre. Alors, c'est juste pour information. En fait, autant les policies, c'était repéré automatiquement, les observeurs non. Donc là, il y a 2 solutions. Soit vous allez, comme le dit la doc, sur Invoice ici et vous allez mettre, les tags, tac, tac, vous allez mettre observer by et là, on va dire Invoice observer. Soit vous faites comme ça, soit vous allez dans votre, après il faut aussi la doc, hein. Soit vous allez dans votre provider ici et dans la méthode boot, vous allez dire: «Mon modèle invoice, je vais l'observer avec mon» oups, je vais l'observer, purée, moi mes gros doigts, je vais l'observer avec mon invoice observer. OK. Faut juste penser que là, effectivement, autant les policies, c'était auto-discoveré, donc c'était, automatiquement découvert, autant ouais, découvert non, c'est pas la bonne traduction, mais pardon. Autant là, les observeurs, il faut le lier vous directement. OK? Donc retenez juste, hein, je vais peut-être un petit peu vite là-dessus, mais le but de ce meet-up, c'est de vous montrer un peu tout ça. C'est pas grave si vous n'avez pas la maîtrise maintenant tout de suite. «Ah comment ça marche?» c'est pas grave. Juste retenez que ça existe et après, bah, vous allez retourner sur la documentation, vous allez pratiquer de votre côté, vous allez voir. Là, je veux juste que vous reteniez, que vous compreniez que ces choses-là existent et ça vaut le coup de les utiliser. D'accord? Donc, je rappelle, si vous utilisez Eloquent, qui est l'ORM de votre Laravel, il va générer automatiquement pour vous tous les événements. Avant création, avant modification, après modification, avant suppression, après suppression, et cetera, et cetera. Il le fait pour vous. Vous pouvez créer un observeur, c'est un méga listener qui observe que ce modèle-là et dès qu'un événement est lié, hop, on peut interagir dessus grâce aux méthodes et voilà une bonne pratique à faire. Ce qui fait que maintenant, si je reviens sur mon petit contrôleur et bah, c'est pas trop mal. On a quand même pas mal allégé. Donc encore une fois, on a vu, ça, on pourrait l'enlever. Mais sinon, d'un coup, on a quand même pas mal allégé notre code qui finalement est assez simple. D'un coup, le contrôleur et bah, le principal code, c'est vraiment ce que fait le contrôleur. Mais tout le reste, validation, middleware, tout ça, ça a été fait ailleurs. Comme ça, on a des contrôleurs beaucoup plus propres et on peut plus se rapprocher du clean code avec cette mentalité qu'une méthode doit faire une seule chose. Alors qu'au tout début, la méthode, elle faisait vérifier que quelqu'un était, vérifier que tu admin, vérifier les validations, faire ceci, faire cela. On avait une méthode qui faisait plein de choses et c'était pas propre. Là, maintenant, on a plutôt une méthode qui fait une seule chose, ou presque. OK? Donc ça, c'était la 4e étape qui était des observeurs. J'aurais voulu vous parler des jobs, mais je pense que ça fait déjà 1 heure et quart que je parle. Je pense que c'est, à mon avis, assez, il me semble, sinon ça va être trop long. Juste retenez juste rapidement que des fois, c'est bien de faire le synchrone. Je vois que plusieurs d'entre vous ont eu le réflexe de me dire: «Mais attends Thibaut, si à chaque fois qu'on crée une facture, pas qu'on crée, oui, qu'on crée une invoice, on doit générer le PDF, ça peut être un petit peu long». Je suis d'accord avec vous. C'est là où on pourrait juste faire une autre chose, c'est que dans notre, observer, ici, au lieu de faire le code juste là, on pourrait créer un job qui fait ce code-là et donc en fait, ça fait de l'asynchrone. Ça, c'est la partie job de Laravel et j'ai pas le temps de vous en parler, désolé, mais je pense que je vais peut-être m'arrêter là pour pas plus trop vous bousiller le crâne. Heu, j'espère que ça va quand même en général. Tout ça pour dire que je vais faire un petit résumé, mais je vous rappelle que si vous avez envie de comprendre un peu plus tout ça, j'ai vraiment fait 23 heures de cours sur Udemy. Dans le message là, vous avez un petit lien formulaire. Si vous mettez votre email, je vais vous envoyer tous les lundis un code promo où ça sera le meilleur prix de Udemy. Donc je crois que c'est 9 $, 9, un truc comme ça. 9 $, c'est 23 heures de contenu et là je vous apprends tout. Je prends tout Laravel, les observeurs, les événements et tout, je fais graduellement. Là je suis allé un petit peu vite, mais sur le cours, j'ai 23 heures où je prends le temps avec vous de voir tous ces éléments-là et de pratiquer avec vous. Donc si vous voulez aller plus loin, bah, je vous recommande, ce cours ou d'autres cours en général, qu'importe, hein. Moi, je voulais juste dans cet objectif-là de ce meet-up et j'espère que j'ai réussi, juste vous faire prendre conscience qu'il y a plein de façons de coder. On peut coder, ça marche, comme tout à l'heure, mais qu'il y a des façons avec Laravel de bien ranger le code, de bien dissocier la responsabilité et qu'au final, si vous utilisez vraiment tout ce que Laravel propose, et ben, vous avez un code où oui, il y a plein de fichiers, peut-être, mais chaque fichier fait une chose bien dédiée, bien précise et d'un coup, votre code est beaucoup plus propre et beaucoup plus rangé.
Voilà, donc voilà pour ce meet-up. J'espère que ça vous allait. Hem Ah merci Ibrahim, je vois que tu as pris mon cours sur Udemy, top, merci beaucoup. Hésite pas, j'en profite Brahim, hésite pas à le noter sur Udemy, ça m'aidera beaucoup de le noter publiquement, que les gens voient aussi qu'il est bien, que c'est hyper cool. Voilà, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Yakon, je laisse prendre la suite. Yes, merci, Thibault pour la présentation. Je pense que c'était vraiment super. Euh, Merci à vous. les, les concepts contrôleurs, policiers et autres ont été vraiment bien expliqués, les observeurs. On va essayer de prendre quelques questions ou quelques interventions. Oui, Euh, donc, si vous avez une question ou vous voulez intervenir, vous pouvez juste lever la main et prendre la parole. Ou bien, si vous ne voulez pas poser la question, vous pouvez l'écrire au niveau du chat. Et puis oui. moi, je vais poser la question pour vous. En attendant que... Ah, ok, vas-y. Jean-Chris Beder, tu peux prendre la parole. Je comprends pas. D'abord, merci à peur. Question est petite côté musique et côté. On t'entend pas bien. Est-ce que tu peux... On t'entend pas bien. Ok, est-ce que vous m'entendez? Ouais, beaucoup mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais, beaucoup mieux. Ok. Merci à Thibaut pour la belle présentation. Plaisir, merci. Euh, je demande ses conseils de financiers. Supposons que tu as développé une application et par rapport à la scalabilité de l'application, il faudrait voir la version du stack utilisé. Par exemple, j'ai développé une application avec Laravel 10 Oui, là, voilà. LiveWire. Cependant, voilà, cependant, par rapport aux besoins et tout, il faut une scalabilité. Et là, maintenant, je vais maintenant passer en back. Et j'ai par exemple vu React Je suis désolé, je te coupe, mais je t'entends plus moi, ça a si bugué? avec le fond de la version Laravel, comment Yeah, je peux... yeah. Alors pardon, Euh, excuse-moi, j'ai pas compris, Allô? ça a bugué. J'ai l'impression que tu pourrais comprendre sur la scalabilité. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, l'écrire ta question? S'il te plaît, et j'y réponds. Parce que là, j'ai pas compris, ça a si, bugué, je suis désolé. Si tu ah, peux l'écrire, je vais répondre juste après. D'accord, tu veux D'accord. bien? OK, Ok, merci beaucoup. je reprends. Ouais, Et, écris-la et puis comme ça, pour une je vais application. pouvoir, te répondre. Ça sera mieux, je pense. Merci beaucoup. D'accord. Merci Ok. beaucoup. Est-ce que le temps qu'il écrive, est-ce que vous avez d'autres, questions ou des retours? On peut revenir sur le code ou réexpliquer différentes choses, hein, si vous voulez, que je peux un peu reprendre. Peut-être euh, refaire un petit résumé, vous direz. ouais, ouais, vas-y, Alexandre Koukouvi. Euh, Il y a aussi Arsène qui voulait parler. Donc, on va prendre Arsène, après juste, on va prendre Alexandre. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup à Thibaut, merci à Kepson. C'est un plaisir pour moi de pouvoir assister euh, à cette formation. À mon niveau, je suis développeur Laravel et j'assiste à la formation, mais en même temps, je suis à la recherche d'opportunités. Donc, vu que je suis en face de plusieurs développeurs Laravel, surtout de Thibaut et de Kepson, Diaz. Je voudrais savoir un peu, pour des personnes, par exemple, moi je suis en Côte d'Ivoire, qui recherchent des opportunités en France par rapport à Laravel, quels conseils vous pouvez donner? Et puis, il y a des offres déjà, voilà un peu quoi. Je sais pas trop pour le marché, en tout cas, peut-être tenter de faire de la sous-traitance. Je pense que le marché des freelances peut intéresser pas mal d'entreprises à mon avis, mais pour ça, le mieux c'est de rassurer, l'entreprise, ou peut-être de former, peut-être avoir une certification. Laravel, bon, ça c'est un peu cher peut-être, mais des fois c'est pertinent. Mais le mieux, c'est de tenter d'aller un peu, tu vois, sur ces marchés et peut-être de te proposer en tant que freelance ou de la sous-traitance ou autre. Je sais pas si beaucoup de boîtes embauchent, en Afrique. Je connais pas trop le marché, je t'avoue, entre l'Europe et l'Afrique, pardon. Mais je pense que du freelancing, ça peut en tout cas motiver pas mal.
Mais je pense que Capson aura plus d'informations sur ça. À mon avis, je connais pas trop le marché, désolé. Bon, je pense que c'est comme tu l'as dit, hein, même moi, je connais pas trop le marché, hein, parce que moi, je suis aussi basé à Abidjan et je travaille à Abidjan. Du coup, je sais pas comment ça se comporte le marché du freelancing en France, mais je pense que tu peux juste tenter, aller sur LinkedIn, essayer de trouver des gens qui sont là-bas et leur demander, contacter des entreprises et puis c'est ça. Je pense que, si tu fais ça, peut-être tu peux avoir la chance d'obtenir un freelance là-bas ou bien de toute façon, maintenant avec, c'est possible d'être ici et de travailler partout dans le monde, hein, donc c'est juste, Mmh. de postuler et puis, de travailler sur les skills. C'est juste ça. Surtout en pardon, excuse-moi, mais tu as raison, c'est en plus Laravel, c'est autant Symfony qu'un autre framework qui est très bien. Il est très utilisé en France parce qu'il est fait en France, donc forcément la France utilise beaucoup Symfony, mais autant Laravel, c'est le framework utilisé dans le monde entier. Donc je pense que, si tu parles français, bah, tu parles français et si en plus tu apprends l'anglais, tu ouvres vraiment, à le truc, tu vois? Si tu parles bien l'anglais, je pense que tu peux trouver du boulot assez facilement sur, C'est possible, Laravel. c'est Il me semble, exactement hein. ça. Mmh. Donc, on va reprendre la question de Jean Courchevel qui demande, Ouais, pour une application développée avec Laravel et Livewire, cependant l'app devenant lourd avec, avec de nombreuses fonctionnalités ajoutées, OK. comment je peux gérer la scalabilité de ces apps avec la nouvelle version de Laravel comme backend et React ou Vue comme front? Dois-je reprendre tout à zéro? OK. Alors il y a plusieurs choses, dans la question. Hem, OK, premièrement, je vais parler un peu un peu de Laravel, la nouvelle version. Tu m'as dit que tu étais sur Laravel 10. Effectivement, là, au jour, d'aujourd'hui, je crois que Laravel 13 est sorti ou il sort bientôt, quelque Oui, chose. seulement. On peut se dire, «Waouh, entre 10 et 13, il y a une grosse différence». Il y a pas beaucoup de différence, d'accord? Moi, je fais du Laravel depuis la 5.1. Oui, il y a eu des fois je crois que la version 8, c'était un peu plus majeur, mais en fait, faut pas se dire: «Oh, Laravel 13, c'est beaucoup plus récent que Laravel 10». Oui, hein, mais à jour, d'accord, mais ça changera rien. Parce qu'en fait, franchement, ça fait 10 ans que je fais du Laravel, c'est toujours pareil, les contrôleurs route. OK, donc ça sera pas le changer de version qui va changer ta scalabilité. Toi, change de version pour être sûr que tu es à jour et tu as pas à faire des sécurité. Effectivement, et c'est très simple de monter une version sur Laravel, mais c'est pas ça qui va changer ta scalabilité. Tu dis que ton code est devenu lourd, de nombreuses fonctionnalités. Eh bien, en fait, bon, si tu as un gros projet, c'est logique que le code est lourd. Il y a un moment ou un autre, il y a pas de secret. Par contre, tu peux peut-être vérifier ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Est-ce que tu utilises les policies? Est-ce que tu utilises les gates? Est-ce que tu utilises les middleware? Est-ce que tu utilises les observers? Est-ce que tu utilises les form requests? Est-ce que tu as bien géré tout cela? Si c'est pas le cas, commence par ça. Commence un peu à ranger le code, commence un petit peu à séparer les choses et d'un coup, même si tu une grosse application, si tu as bien respecté tout ce que propose Laravel, la façon de ranger le code, alors ton code il est simple. Mais si effectivement tout est fait, pardon l'expression, mais un peu à la bourrin dans un contrôleur, c'est là où on se prend la tête, où on change un bout de code, boum, ça pète tout ailleurs parce que ça fait du code spaghetti. Donc premier réflexe que je te dirais, si moi typiquement, tu vois, je devrais faire un audit de ton code, j'irais voir ça. Est-ce que ça t'est du beau Laravel? OK? Si c'est pas du beau Laravel, alors transforme ton code en un beau Laravel. Ça va déjà changer beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que on parle de React ou de Vue ou autre chose en front, on s'en fiche un petit peu. En plus, tu as fait du Livewire, donc à partir du moment où tu as fait le choix de Livewire, on s'en fiche de ce qui est en front, parce que c'est ton Livewire qui va générer ça pour toi. Donc ça, on s'en fiche complètement. Voilà. Maintenant, des fois, c'est vrai qu'on reprend des applications qui ont mal vieilli, qui font du legacy. Des fois, il faut tout refaire, des fois non. Moi, je suis tombé sur des codes, où j'ai repris des codes, où je devais tout refaire, parce que ça a été fait n'importe comment. Et là, oui, c'était un massacre, c'était stupide, donc là, j'ai dû tout reprendre. D'autres fois, reprendre tout depuis zéro, ça coûte cher et c'est pas utile. Il faudrait juste reprendre. Donc ma réponse, c'est vraiment ça. Observe ton Laravel, observe ton code et va te dire: «Mais est-ce que c'est du beau Laravel?» Ce que j'appelle du beau Laravel, encore une fois, c'est est-ce que j'utilise Heloken correctement? Est-ce que j'ai les observers, les policies, les get, les middleware et tout ça? C'est la première chose. Voilà ma réponse. Il y a du Laravel et du beau Laravel. Il y avait ce contrôleur-là qui marchait et un contrôleur bien meilleur grâce à ce qu'on a fait ensemble tout à l'heure. OK? Voici ma réponse. Heu, on va prendre aussi l'intervention de Alexandre. OK. Ouais. Alexandre. Salut à Thibaut, salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien.
Moi, ma préoccupation, c'était est-ce que, quelles sont les conséquences, du moins, ça, de tout faire dans un contrôleur? Puisque des fois, on se dit que, bon, l'essentiel, c'est que ça fonctionne vu que on a la pression sur un projet, tout ça là. Je voudrais demander réellement quelles sont les conséquences et bon, si vous pouvez aussi nous partager une petite expérience par rapport à cela. Oui. OK. Alors, bon, déjà, je vais répondre au fait que tu disais que des fois, on a la pression de produire vite, donc on produit vite. Ça, je sais ce que c'est, hein, t'inquiète pas, je connais le métier aussi. En fait, tel que là, vous vous dites: «Ah mais purée, si je dois faire tout ça, ça va prendre beaucoup de temps». En fait, non, juste apprenez à le faire et tu vas voir que faire tout ce que j'ai fait depuis le début, ça va devenir naturel et en fait, ça ne coûte pas plus de temps, ni plus d'argent de bien coder tout de suite. Donc mais après, ça demande juste, peut-être d'avoir l'expérience et d'avoir aussi l'habitude, d'accord? Bah, après, ça c'est à vous de monter en compétence, de gérer tout ça. Maintenant, quelles conséquences il y a à avoir un code un peu tout est bourrin? Et bah, comme je te dis, imagine, je reprends le truc des factures. Tu peux créer une facture par un formulaire. Tu peux créer une facture en cliquant sur un bouton «Dupliquer la facture». Tu peux créer une facture depuis un devis, tu as un petit bouton «Créer la facture du devis». Tu peux créer une facture depuis une API. Ça fait 4 endroits où tu peux créer une facture. Imaginons que ça fait donc 4 routes et 4 contrôleurs. Imagine qu'à chaque fois, pour chaque contrôleur, tu refais génération du PDF, tu fais nin. Premièrement, tu as répété du code plusieurs endroits, donc c'est pas propre, donc c'est pas factorisé. Si un jour tu dois changer, je sais pas, ton PDF, je une bêtise, avant on l'enregistrait dans le dossier, mes PDF et maintenant il faut entrer dans le dossier, je une bêtise, nos PDF. Et ben, tu auras 4 endroits dans le code à changer. Et en fait, si toi, tu es le développeur du projet, au pire, tu sauras que c'est ça. Si un autre développeur arrive sur ton projet, il peut pas savoir qu'il y a tel contrôleur à gérer ceci et cela. Alors que si tu as respecté le local, au serveur, qu'importe par où ça vient, il y a un seul endroit où aller dessus. Autre argument, si tu fais du beau code Laravel, tu vas profiter de toute sa maintenabilité en général et surtout fait que l'avantage d'utiliser un framework, c'est que si un développeur sait faire ce framework, il va vite comprendre comment ton code marche. Et si toi, tu as fait du beau Laravel, le gars saura automatiquement que s'il doit gérer les effets d'un CRUD, OK, c'est les policiers. S'il y a un bug sur la partie de filtrage des données, c'est les middleware. S'il y a un bug sur la génération du PDF, il sait que c'est l'observer, tu vois? Et en fait, si tu utilises toutes les bonnes pratiques de Laravel et ben, quand il y a un bug, tu sais très bien où ils sont cachés. Donc si tu as tout fait de manière un peu bourrine, eh bien, tu sais pas trop où aller. Alors que dès que toi maintenant, ton projet tu le connais, et mettons que tu fais une pause, tu pars en vacances et tu reviens 2 mois plus tard, me dire: «Oh mais purée, mais où est l'information?» parce que c'était pas bien rangé, d'accord? C'est comme, vous savez des fois, je reprends la métaphore, des fois c'est le bazar, mon bureau c'est souvent le bazar, je sais où c'est. Mais si je pars en vacances et je reviens, je sais plus où sont mes choses parce que c'est mal rangé. Bah, c'est pareil pour le code. Quand tu es dedans, tu sais où c'est, mais tu codes bien tout de suite, même 10 ans plus tard, tu arriveras à retrouver. Même un nouveau développeur Laravel arrivera à coder avec toi. Donc c'est vraiment ça l'avantage. Et donc, il y a aussi un truc à se dire, c'est que ceux qui ont codé Laravel, ils utilisent les meilleurs patterns qui existent dans le monde du développement. Donc il faut aussi faire confiance que si eux proposent telle façon de faire, moi je connais humblement qu'ils sont bien meilleurs que moi en termes de développeurs. Ils sont plus intelligents et plus compétents. Donc je leur fais confiance. Si eux me disent que ça c'est une bonne façon de faire des fabric requests, que middleware c'est une bonne pratique, je leur fais confiance parce que ils sont beaucoup plus compétents que moi à ce niveau-là. Et si je suis correctement la façon de faire de Laravel, je vais me munir de tous ces avantages-là et je sais qu'à la fin j'aurai un code qui sera propre. Et ça, pour la maintenabilité, pour le coût d'argent, c'est vraiment quelque chose qui change beaucoup de choses. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Il y a Brahim qui demande, «J'ai commencé un projet full stack Laravel avec Blade, j'aimerais utiliser React, oui, Brahim, tout dépend de ce que tu veux faire. Il y a 2 options quand tu fais ça. Alors, soit tu fais un monolithe. Soit tu fais un Laravel full API et un front, full React ou full Vue.js, OK? Qu'importe. Mais tu peux aussi faire les 2. Moi, j'ai aucun problème sur mes projets à faire du Blade
Et puis, de temps en temps, j'ai besoin d'un component vu un peu plus sympa. Alors, bah, je crée un component que je vais mettre dans mon blade et je vais faire une mini API interne pour le gérer. D'accord? C'est pas un souci. Tant que tu as bien défini les choses en avance. OK? Maintenant, par exemple, avec Vue.js, tu peux utiliser Inertia de Laravel qui va te gérer pour toi toutes les routes automatiquement des contrôleurs. Ça, c'est stylé. Mais ça, faudrait le faire depuis le début. Pour résumer, ma réponse à ta question, il y a plein de façons de faire. Tout dépend de à quel point tu as besoin de faire du full React en front, à quel point, enfin, est-ce que c'est des gros components ou juste des petits composants par-ci par-là? À quel point, voilà, tu as un front développé et est-ce que c'est pertinent de séparer un Laravel API et de séparer une instance, front JavaScript? Des fois, c'est pertinent pour le déploiement, mais tout dépend, en fait, de ton projet et tout ça. OK? Il y a plusieurs façons de faire, elles sont toutes bonnes, tout dépend du projet. Ça, c'est des choses que j'aimerais beaucoup aborder sur YouTube, justement. Sur ma chaîne YouTube, j'aimerais bien justement, bah, en fait, j'ai pas mal d'élèves qui me disent qu'ils aimeraient bien comprendre comment lier un Vue.js à un Laravel. Alors j'aimerais, dès que j'ai fini ma playlist sur cet ami, j'aimerais justement en parler un petit peu de comment est-ce que je fais moi sur mes projets avec moi pour vous montrer ça. Donc, hésite pas à suivre aussi la chaîne, j'essaierai d'en parler à l'occasion. OK, mais donc pour résumer, il y a plein de façons de faire, à toi juste de voir la bonne et ne pas non plus se prendre la tête à ce niveau-là. Fais ce qui te semble le plus simple. Vous vous rappelez, en informatique, on utilise souvent l'acronyme KISS. KISS. C'est pour Keep It Simple Stupid. Il faut que tu codes d'une façon qui est simple. C'est pas la peine de faire un truc ultra compliqué pour le compliquer. Fais un truc qui est simple et qui est propre. Faire du Blade et de temps en temps un petit component React, ça marche très bien. Ou tout faire en React, ça marche très bien aussi, mais il faut pas tout faire en React parce que c'est à la mode. Tu vois, il faut juste voir que ce truc plus simple à maintenir et à développer. OK? Je vais répondre à Zana Ouattara. Quelles seraient les pistes à explorer en utilisant les options Trop de propres à questions. Laravel pour faire la logique et Eloquent contrôleur? Alors, pour sortir la logique avec Eloquent de contrôleur. Ah, tu que le contrôleur, genre là, tu que ça soit sorti? C'est ça ta question? Bah, j'ai envie de te dire, c'est quand même le but du contrôleur. Alors c'est le contrôleur qui dans le pattern MBSNIP, c'est le contrôleur et le modèle. Donc c'est pas forcément déconnant que ça se fasse là. Maintenant, si tu veux sortir ça, et ben tu pourrais faire des méthodes sur ton modèle où toi, tu lui passes toi les paramètres et que lui, il recrée ça. Pourquoi pas? Si vraiment tu veux séparer ça, tu peux encore utiliser la partie modèle en faisant tes propres méthodes sur ton modèle. Mais techniquement, ça, c'est pas déconnant parce que c'est le but de contrôleur. Deuxième question, que pensez-vous de la tendance actuelle du monolithe modulaire? Est-ce que c'est utile si le suivant pouvoir plus grave? Bah, pendant une époque, on a fait beaucoup de monolithes et puis d'un coup, tout le monde a dit: «Ah non, faut arrêter, faut séparer microservices, une API à fond». C'est très bien. Moi, mes élèves, quand je les forme, je leur fais faire un Laravel à côté et un Vue.js de l'autre et puis une API pour brancher les 2. Mais en fait, c'est pas question de tendance ou pas, ça dépend toujours de ton projet. Un monolithe, ça marche très bien. À une époque, comme je disais, tout le monde disait microservices et c'est très bien, hein. Mais après, des gens sont venus, on dit: «Putain, j'ai 20 trucs», pardon pour le gros mot, excusez-moi. Des fois, on dit: «Ah, j'ai 20 projets à gérer, je comprends plus rien parce que c'est trop découpé». Donc toujours pareil, c'est à toi de voir. Zana ou Ouattara, c'est à toi de voir. Est-ce que là, ça vaut le coup de surdécouper mon projet parce que je sais que j'ai besoin d'une grande scalabilité ou est-ce que franchement, non, ça fait le taf? La réponse ne doit pas être: «Est-ce que je sais faire ou pas forcément?» parce qu'on apprend toujours. C'est qu'est-ce qui est le plus simple pour ce projet-là, d'accord? Parce que faire trop compliqué pour faire compliqué, ça ne sert à rien, à part à l'ego du développeur. Il faut que ton code, il soit simple, pratique et facile à développer. OK? Donc tout dépend à ce niveau-là. Moi, je fais souvent des monolithes, mais des fois, je fais aussi des full API. Ça dépend un peu du projet. OK? Voilà. Je pense J'espère que j'ai répondu à ta question. ouais, heu Dis-moi. OK. Je pense qu'on a pas mal de questions. On va prendre Alexandre Propoju. OK. Bon, Après il y a moi, quelqu'un qui demande, si si on peut partager le lien GitHub du Oui, oui, je vais de le la faire. En développement. fait, je vais t'envoyer, Ouais, je vais mettre en public et je vais te l'envoyer et dans tous les cas, inscrivez-vous sur, le form qu'on a fait
et que ça, je vous enverrai le code promo et je vous renverrai aussi les GitHub en même temps. OK? That's great. Yes. On va prendre l'intervention d'Alexandre. OK. Après, s'il y a une dernière question, on peut prendre ça. Ouais, OK. Ouais. Bon, moi, je voudrais demander à Thibaut de nous parler un peu des patterns actions et des use cases dans lesquels on peut les utiliser. Alors, les patterns actions, c'est quoi ça? Ça me parle pas. Bon, c'est juste une classe action, quoi, qui ne fait qu'une seule chose. Je ne sais pas si vous connaissez ça en Laravel. Ça me parle pas plus que ça. C'est peut-être du code que tu as dans ta boîte. Est-ce que tu parles des services, par exemple, peut-être? Bon, C'est, pas tellement de... euh, OK. Je suis désolé, mais ça me parle pas. Je sais pas si c'est un pattern qui existe, officiellement ou pas. Pattern, action. Heu, c'est au fait un pattern de Laravel, quoi. The Action Pattern. Bah, tu vois, je connaissais pas. Donc je peux pas te répondre, pardon. Je je découvre que ça existe. Alors Action Class, c'est, OK, je connais pas, donc je peux pas te répondre, désolé. Mais c'est moi qui vais après, je vais lire ça, parce que je connaissais pas cette façon de faire. Donc désolé, mais merci pour l'information, je vais aller me renseigner. Bon, OK. Bon, je voudrais aussi demander quelque chose, hein. Concernant la logique, là, aussi, là, on pourrait aussi déplacer ça dans un service, là. Oui, alors effectivement, la logique aurait voulu que le PDF, par exemple, ça là, j'aurais fait un service. Moi, j'aurais fait un service, PDF service, par exemple. Donc ça, oui, j'aurais fait d'un service parce que potentiellement, j'ai peut-être, d'autres endroits dans le code qui vont faire des PDF, donc j'aurais tout réuni. Mais après, pour le reste, pas de service parce que ça, c'est classique. Encore une fois, on peut dans la request, ça, on est obligé. Ça, c'est pas un service, c'est un contrôleur, hein. À un moment ou à l'autre, ton contrôleur doit faire du code de contrôleur et puis ça, c'est fini. Donc tu vois, le seul service que j'aurais fait, ça aurait été pour la génération du PDF. J'aurais fait un PDF service, tu vois, pour, stocker toutes les méthodes qui vont générer ça. OK? Donc voilà, si vous allez voir la doc de Laravel, il y a, encore une fois, beaucoup de choses. Ça vaut le coup d'aller apprendre à les utiliser et retenez juste, si on peut peut-être, conclure là-dessus, Capson, c'est retenez juste qu'il y a du Laravel et il y a du beau Laravel. Si vous respectez le beau Laravel, c'est à votre avantage. Votre code sera mieux rangé, mieux découpé, mieux factorisé, ça améliorera la maintenance et la lisibilité du code. OK? Donc et c'est pas plus compliqué. Vous avez vu que j'ai pris du temps à faire, mais s'il fallait refaire ça top chrono, on reprend le contrôleur, on rush ça, en 10 minutes, c'était fait. Vous avez vu là, typiquement, quand j'ai voulu créer ma request, j'ai rien fait, hein. J'ai fait une commande, j'ai copié-collé le tableau, j'ai mis là-dedans et c'était fini. Ça m'a pris top chrono 5 secondes. Donc en fait, apprenez, enfin en tout cas je vous recommande, apprenez vraiment comment faire du beau Laravel, comment comprendre tout ça et plus vous allez vous forcer à le faire dès le début et bah, plus ça sera fluide par la suite et vous aurez des Laravel beaucoup plus propres et beaucoup plus maintenables. Et c'est ce que je voulais un petit peu vous montrer, dans ce meet-up. yes, je pense que c'est exactement ça. C'est exactement ce que vous avez montré. Je pense que le truc a été vraiment super, et que les gens ont posé des questions vraiment intéressantes. Donc merci à tous d'être, d'avoir été présents. Donc on se donne rendez-vous au mois de mars pour notre, prochain meet-up. Merci aussi à Thibault. Donc comme il l'a dit, il a une formation Udemy. Mmh. Il y a le lien qui est partagé au niveau des groupes. Vous pouvez vous inscrire là-bas. Comme ça, vous recevrez le code promo et aussi le lien GitHub. Donc, c'est une formation Ouais, super, super bien faite. N'hésitez pas à aller acheter la formation sur Udemy. C'est Thibault euh, Chazol. Et que c'est une formation de 23 heures. C'est ça, Thibault? Thibault. c'est ça, c'est 23 heures de formation. Pour vous dire un peu rapidement, là, j'ai pas d'âge d'écran. On va faire des TP progressifs. Donc, on va faire un TP qui va s'améliorer à chaque fois. Au début, on va faire un contrôleur tout bêtement et puis, après on va commencer à gérer la base de données ici et puis commencer à faire un back office et puis gérer ici une notification et à la fin, vous aurez une application propre
On aura tout utilisé, les events, les listeners, les observers, les policies, les modèles, les middleware. On aura tout fait et à chaque fois avec un cas d'usage. Donc en fait, je fais exprès de coder au début un peu simple et puis j'améliore, j'améliore, j'améliore. Plus on voit des choses, plus on apprend des choses, plus après j'améliore le code et à la fin, on a un Laravel, bien fait. Donc voilà, en théorie, le prix, il est à 20 $ sur Udemy, mais moi, avec le code promo que je vais vous envoyer, vous l'aurez à 9 $ ou 10 $, je sais plus, un truc comme ça. Enfin 9,90 ou un truc comme ça. OK? Inscrivez-vous sur le formulaire et tous les lundis, ceux qui sont inscrits dans la semaine d'avant, je vous envoie le code. OK, super. Donc, merci à tous. Merci à Thibault. On se donne Merci à rendez-vous au mois de mars, Inch'Allah. Allez, bonne 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 journée. journée à tous. Merci Merci à beaucoup. tous. Yes.